Cet après-midi, je vous raconte un peintre qui a hélas posé des pinceaux bien trop tôt, ou la véritable histoire des derniers jours de Van Gogh. Pourquoi a-t-il choisi de s'installer au Vers-sur-Oise? Pourquoi a-t-il peint avec autant d'acharnement? Avait-il conscience que ses jours étaient comptés? Et qu'est-ce que ces dernières toiles représentaient? C'est une petite chambre spartiate, vide ou presque, à peine éclairée par la lumière d'un petit vasistas, dans laquelle les visiteurs se succèdent. Et en avançant sur ce parquet qui craque un peu, s'imagine bien ce qu'a pu ressentir le peintre quand il a décidé de louer la chambre numéro 5 de l'auberge Ravoux pour la somme modique d'1 franc par jour, repas compris. Si cette chambre se visite encore aujourd'hui, c'est parce que c'est là que Van Gogh a vécu ses 2 derniers mois d'existence, là qu'il est mort à l'été 1890 à Auvers-sur-Oise, au nord-ouest de Paris. Le 29 juillet précisément, 2 jours après une déjà bien funeste journée. Cet après-midi du 27 juillet 1890, personne n'a sourcillé dans l'auberge en voyant Vincent partir avec tout son barda de peintre, son chevalet, sa peinture et ses toiles. Juillet, c'est le temps des moissons et le peintre aimait s'installer dans les environs le long d'un fossé ou au bord d'un champ pour profiter de la lumière des soirs d'été. Mais ce soir-là, Vincent tarde à revenir. Quand il arrive enfin à la nuit tombée, son pas est difficile et il se presse la poitrine. Le peintre ne s'arrête pas près des grandes tables de bois ciré où l'on discute en mangeant ou en buvant un verre. Il monte directement dans sa chambre au premier étage. L'aubergiste, M. Ravoux, sent que quelque chose ne va pas. Il lui emboîte le pas pour trouver Vincent recroquevillé sur son petit matelas, le souffle court. Au pied du lit, sa dernière toile, qui montre un enchevêtrement de racines d'arbres, commence à peine à sécher. Lorsque son hôte lui demande s'il est malade, Vincent Van Gogh lève un pan de sa chemise pour dévoiler sa maigre poitrine percée d'un trou rouge au côté, comme dans un poème de Rimbaud. D'une voix déjà affaiblie, il confie à l'aubergiste qu'il s'est tiré une balle dans la poitrine. « Je voulais me tuer », dit-il. Un aveu qu'il répète un peu plus tard au peintre hollandais qui occupe la chambre voisine, Anton Hirschig, qui évoque cette formule étrange « Je m'emmerdais, alors je me suis tué ». Van Gogh n'est pas encore mort, mais il s'en faut de peu. On envoie chercher le docteur Gachet, le médecin du peintre, qui comprend vite qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Faute de radio, faute de scanner, impossible de savoir où la balle a fini sa course dans le corps du moribond. Gentiment, le docteur Gachet lui jure pourtant qu'il va tout faire pour le sauver. « Alors c'est à refaire », murmure le peintre, comme s'il regrettait de s'être raté. Mais Van Gogh ne s'est pas manqué. Les doigts toujours tachés de peinture, il tombe dans un demi-sommeil que quelques plaintes viennent parfois interrompre, tandis qu'on envoie chercher son frère cadet Théo à Paris, de toute urgence. Lorsqu'il arrive le lendemain, Théo comprend vite que Vincent est perdu. Il s'assied alors sur une vieille chaise à côté de ce frère qui agonise et passe la nuit là, dans cette chambre, où le peintre entreposait contre les murs nus des tableaux qui vaudront bientôt des millions. 2 jours plus tard, le 29 juillet, bien avant l'aube, Vincent Van Gogh trouve enfin dans la mort cette paix que ce grand tourmenté n'a jamais pu saisir dans la vie. Une vie qui avait pourtant bien commencé. Vincent est le rejeton d'une famille de notables hollandais bien installés. Et à sa naissance, en 1853, son destin semble tout tracé. Depuis quelques générations déjà, les Van Gogh deviennent soit marchands d'art, soit pasteurs, comme l'est le père de Vincent. C'est la première option qui retient l'attention du jeune homme qui entre comme apprenti dans la petite entreprise familiale installée à La Haye, Goupil et compagnie, spécialisée dans le commerce d'œuvres d'art. Comme Théo, son cadet de 4 ans, Vincent est censé y faire ses premières armes. Il y reste plus de 5 ans. D'abord en Hollande, puis dans les filiales de la compagnie, à Bruxelles, Londres et enfin Paris. Van Gogh s'en tire d'ailleurs avec honneur. À 20 ans, il gagne mieux sa vie que son père. Mais au milieu de la vingtaine, Vincent se montre déjà passablement écœuré par ce métier de négociant, bien trop mercantile à son goût. Qu'on puisse faire commerce du génie humain passe encore, mais rapidement le jeune homme ne supporte plus la cupidité des vendeurs et l'aveuglement des acheteurs qu'il juge le plus souvent incapables de comprendre l'art en général et la peinture en particulier. Les liens déjà complexes qu'il entretient avec sa famille et ses parents se compliquent d'autant plus que Vincent se cherche encore. Un temps libraire, un temps pasteur, il commence à s'essayer au dessin à l'été 1880. D'abord en dilettante, puis très vite en autodidacte passionné. Mais si Vincent Van Gogh ne passe ni par les beaux-arts ni par une quelconque école de dessin, cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas la théorie ou l'esthétique, loin de là. Contrairement à une légende tenace, son art n'a rien d'immédiat ou de spontané.
Van Gogh est un perfectionniste acharné, un artiste qui se forme par d'autres voies que le cursus classique, mais qui apprend sans cesse, qui lit énormément et qui passe son existence à courir les ateliers, les galeries et les musées pour comprendre comment travaillent les peintres d'hier et ceux de son temps. À la mort de son père, Vincent s'installe d'abord à Anvers, en Belgique, avant de rejoindre Paris quelques mois plus tard pour y retrouver son frère Théo, installé là pour s'occuper de l'antenne française de l'entreprise familiale. Logeant rue Le Pic, sur la butte Montmartre avec son frère, il se forme en observant le travail de ceux qu'il admire, comme Jean-François Millet, l'auteur du célèbre Angélus. Grâce à Théo, Van Gogh se lie aussi d'amitié avec les impressionnistes, dont il copie certaines techniques, mais aussi avec des artistes comme Seurat, Signac, Gauguin et surtout Toulouse-Lautrec, qui lui fait découvrir les joies de la vie nocturne dans les cabarets de Montmartre ou d'autres lieux interlopes de la capitale. Chez la mère Bataille, à la Nouvelle Athènes ou au Tambourin, Van Gogh s'enflamme comme les autres autour d'un verre d'absinthe, tandis qu'on s'écharpe joyeusement en débattant des dernières théories esthétiques. C'est à cette époque que Vincent, fasciné par les couleurs vives des toiles de ses nouveaux camarades, décide d'abandonner une palette encore très sombre pour explorer des couleurs plus vives qui éclatent encore sur ses toiles aujourd'hui. Le rouge, le bleu, le jaune voisinent déjà avec le violet, l'orange ou le vert. Pour le reste, ses attentes sont déçues. S'il est apprécié de ses confrères, Van Gogh ne séduit ni les amateurs d'art ni les acheteurs. Il peint pourtant déjà quelques chefs-d'œuvre, comme Les Mangeurs de pommes de terre ou Chaumière à la tombée du jour, et sa manière personnelle s'affirme au gré des toiles qui s'enchaînent. Pour lui qui n'a pas les moyens de payer des modèles, tous les sujets sont bons. Lui-même avec de nombreux autoportraits, mais aussi les toits de Paris qu'il aperçoit de sa fenêtre. Van Gogh crapahute dans Paris, reconnaissable entre mille, avec sa salopette bleue de pompier zingueur, des bords de la Seine et de leurs guinguettes jusqu'à la butte Montmartre, en passant par Clichy, Asnières et les usines des bords de Seine. Il attaque également les natures mortes et entreprend d'unifier les formes et les plans par la couleur. Sur sa palette, le jaune prédomine, comme dans la première série de Tournesol, datée de 1887. En dehors de son propre visage, ses rares portraits sont ceux des hommes et des femmes qui veulent bien poser pour lui pour pas grand-chose, si ce n'est rien, des prostituées, des aubergistes ou les compagnes de ses amis. Mais la mayonnaise ne prend pas et le succès non plus. 2 ans plus tard, affaibli, fatigué, désabusé à force de n'exposer que dans des cafés ou des arrière-boutiques, Van Gogh se décide à quitter l'agitation parisienne. Il part pour le Midi, guidé par un vieux rêve de créer là-bas une communauté d'artistes, quelque part dans cette Provence dont la lumière sans pareil fait tant parler, dans le petit monde des beaux-arts. Il pense s'installer du côté de Marseille, comme s'il comptait sur cette lumière du Sud pour repousser les sombres mâchoires de cette dépression qui le saisit déjà souvent, de plus en plus souvent même. Mais Vincent Van Gogh n'arrivera jamais dans la cité phocéenne. En février 1888, saisi par la beauté de la ville à l'occasion d'une brève halte le long de la ligne de chemin de fer, il s'installe finalement à Arles, à 2 pas des fameuses arènes et aux portes de la Camargue. C'est le résultat d'un coup de cœur immédiat pour une ville dont Van Gogh tombe pour ainsi dire amoureux, si on en croit les lettres enthousiastes qu'il adresse à son frère Théo, qui continue de le soutenir financièrement depuis Paris. Ici, écrit Vincent, tout est aussi parfois aussi formidablement joyeux que la Hollande est triste. Aussitôt installé, le peintre arpente la ville et ses alentours, séduit par les paysages qui changent au gré des sentiers perdus entre le bleu des ciels du midi et le jaune vif des blés. Conquis par la lumière provençale, cette lumière qui éclaire ses toiles comme jamais encore. En Provence, Van Gogh peint avec acharnement, presque dans l'urgence, comme s'il savait déjà que le temps lui était compté. Il peint sans cesse et malgré ce Mistral à décorner les bœufs dont il se plaint à Théo parce qu'il renverse son chevalet et fait tomber ses pinceaux. Mais comme il l'écrit, quelle revanche lorsqu'il y a un jour sans vent, quelle intensité des couleurs, quel air pur, quelle vibration sereine. Alors que Van Gogh vit au cœur de la vieille ville, là où on trouve partout des traces de la cité antique, ses sujets sont ailleurs. Les arènes, le théâtre romain, Vincent s'en moque comme de sa première palette. Lui qui dit souvent qu'il préfère peindre les yeux des gens que les portails des cathédrales, il s'intéresse à la vie de tous les jours, à la nature et à la banalité d'une ville dont il connaît vite tous les contours et les alentours. Sur ses toiles, le peintre immortalise les moissons, les roubines et les étendues de sel et de riz de la Camargue, avant de peindre le soir ce qu'il a sous les yeux près de chez lui, comme cette fameuse terrasse du Café le Soir, place du Forum, dont la façade au jaune éclatant contraste soudain sous ses pinceaux,
avec le bleu profond d'une nuit aux étoiles étincelantes. Là-bas, sa productivité atteint des sommets. En quelques mois, Van Gogh exécute quelques 200 toiles et plus d'une centaine de dessins. Un rythme à peine croyable pour celui qui trouve pourtant le temps d'écrire plus de 200 lettres à ses amis et à sa famille. Enfin, à Théo surtout, ce frère toujours attentif, qui croit au talent de Vincent. À Arles, finalement, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes sans les Arlésiens, avec qui Vincent ne s'entend guère. Les gens ici sont paresseux et insouciants. Je ne vois nulle part ici la gaieté du Sud dont parle tant Alphonse Daudet, mais plutôt une désinvolture insipide et une négligence sordide, racontera-t-il. Par intermittence, au moins, Vincent semble heureux, et il l'est plus encore lorsqu'un de ses amis qu'il admire le plus, Paul Gauguin, le rejoint à l'automne 1888. Pendant quelques semaines, Van Gogh peut croire que son vieux rêve de créer en Arles une communauté d'artistes comme on en trouve dans l'Oise, par exemple à Barbizon, devient alors possible. Mais le ver est dans le fruit. Les vieux démons sont déjà là et l'alcool a commencé à faire son œuvre, ne serait-ce que parce que Gauguin, d'ailleurs, n'est pas là par pure bonté d'âme, bien au contraire. Il a longtemps hésité à rejoindre Vincent, qu'il sait instable et exalté. Mais Théo, le petit frère protecteur, a fini par le convaincre d'aller retrouver son frère en lui proposant 150 francs par mois en échange d'une toile. Les premières semaines, pourtant, les deux hommes s'inspirent mutuellement. Mais assez vite, des brouilles éclatent, des conflits d'artistes que l'alcool ne fait que renforcer. Vincent Van Gogh, fatigué par le rythme intense de sa peinture, conscient que son rêve d'atelier du Midi n'est qu'une chimère, pique des colères homériques qui inquiètent sérieusement Gauguin. Un soir, au café, une dispute banale tourne au vinaigre et Van Gogh jette son verre d'absinthe au visage de Paul Gauguin, qui est à deux doigts de quitter Arles, séance tenante. Il se ravise pourtant. Mais au début de l'hiver, le comportement de Vincent se fait de plus en plus inquiétant. Plusieurs fois, Gauguin se réveille en sursaut la nuit, apercevant son ami peintre penché sur lui, au-dessus de son lit. Quand il lui demande pourquoi, Van Gogh marmonne 3 mots indistincts et se réfugie dans sa propre chambre. On s'inquiéterait pour moi, et ça ne s'arrange pas. Dans la nuit du 23 décembre, sur les nerfs, Gauguin sort pour marcher dans les ruelles de la ville, seul, quand il entend qu'on court à ses trousses. En se retournant brusquement, il aperçoit Vincent juste derrière, un rasoir ouvert à la main. Surpris, Van Gogh s'arrête et repart dans l'autre sens, toujours en courant. Terrorisé, Gauguin, lui, passe le reste de la nuit à l'hôtel avant de retourner vers la maison jaune, qu'il trouve entourée de gendarmes. Après quelques palabres, Paul Gauguin finit par convaincre le brigadier de monter vers la chambre de Vincent Van Gogh. Il trouve le peintre sur son lit inconscient et le visage en sang. Le rasoir est ouvert à côté de lui sur son matelas et son oreille est tranchée. Chacun comprend que Van Gogh n'en peut plus, que ses nerfs ont cédé. Mais personne ne sait encore qu'il lui reste à peine 18 mois à vivre. Gauguin s'enfuit évidemment, ce qui n'arrange rien. Les Arlésiens déjà n'aimaient guère ce curieux visiteur qu'ils tiennent pour un solide fada, mais l'épisode de l'oreille coupée est la goutte qui fait déborder le vase, d'autant que Van Gogh va de plus en plus mal. Ces crises qui se multiplient l'envoient d'asile en hospice. Le 27 février 1889, 30 Arlésiens s'entendent pour écrire une pétition qu'ils remettent au maire. Dans le texte qui réclame l'internement de force de l'artiste, on peut lire ceci. Avec sa consommation excessive d'alcool, M. Van Gogh se retrouve dans un état de grande agitation où il perd le contrôle de ses actes et de ses paroles. Il est imprévisible et représente une source d'inquiétude pour tous les habitants du quartier. En mai 1889, Vincent décide de lui-même de se faire soigner. C'est à sa demande qu'il entre à l'asile Saint-Paul de Saint-Rémy-de-Provence, un magnifique monastère franciscain situé à une trentaine de kilomètres d'Arles. Le peintre est bien traité. Après une semaine, on l'autorise à peindre et on lui trouve même une pièce qui peut faire office d'atelier. Pendant une année, Vincent paraît aller mieux, en dépit de quelques crises de dépression. Il est au sommet de son art et dans ce cadre calme et apaisé, il livre certaines de ses plus belles toiles en peignant des sujets simples, ce qu'il peut voir depuis le monastère ou dans les alentours immédiats, le cloître, des oliviers, des cyprès, des champs de blé, et la plus célèbre de ces nuits étoilées, cette vue d'un ciel bleu, sombre, tout en remous et en spirale, qui montre ce qu'il voit depuis sa chambre. À Paris, le travail de Van Gogh commence dans le même temps à bénéficier d'une forme de reconnaissance. Théo Van Gogh, dans ses lettres, lui annonce que 2 de ses œuvres font partie de la 5e exposition annuelle de la Société des artistes indépendants de Paris. Monet
Pissarro et bien d'autres s'intéressent enfin à son travail. Et Van Gogh vend même sa première toile. Ce sera la seule de sa vie d'ailleurs. Et c'est une consoeur, la peintre Anna Bosch, qui l'achète pour 400 francs. Cette scène de vendange baptisée la Vigne Rouge. Aujourd'hui exposée à Moscou, au musée Pouchkine, sa valeur est tout bonnement inestimable. Encouragé par cet embryon de succès, Vincent Van Gogh se sent assez remis pour quitter l'asile en mai 1890 et rejoindre Paris avec l'idée de se rapprocher de son frère. Mais quelques jours lui suffisent pour constater que la vie parisienne bien trop agitée n'arrange pas son état nerveux. Le 20 mai 1890, Van Gogh s'installe alors à une quarantaine de kilomètres de la capitale, à Auvers-sur-Oise, un village qui l'attire à la fois par son calme, par son caractère rustique et par la petite communauté de peintres qui s'y réunit, parmi lesquels des certains Sisley, Cézanne ou Pissarro. Séduit, Van Gogh se lance dans une production plus effrénée que jamais. Il commence très vite une série de toiles qui montrent les maisons les plus pittoresques du village avec leurs toits de chaume. Il peint aussi les rues du village et la fameuse église romane d'Auvers-sur-Oise, une œuvre qui annonce déjà le travail des peintures du fauvisme avec ses couleurs tranchées et ses parois qui semblent prêtes à s'effondrer sous la pression des deux chemins qui donnent l'impression de l'étrangler. On est évidemment tenté de lire un symbole funeste dans cet étouffement, comme on peut voir bien des signes dans d'autres toiles célèbres de ces derniers jours de la vie de Van Gogh, comme le champ de blé sous un ciel orageux ou le champ de blé avec corbeau. Cette dernière toile, surtout, frappe l'imagination avec ces trois chemins qui se perdent au milieu des épis couchés par le vent, sous un ciel sombre où s'envole une nuée de corbeaux noirs. C'est une lecture a posteriori qui doit beaucoup au fait qu'on connaît la suite de l'histoire, certes, mais tout de même, on peine à ne pas voir une sourde menace dans cette toile angoissée qui semble déjà raconter la mort qui rôde autour de Vincent Van Gogh. En 70 jours, cet été, qui sera le dernier même s'il ne le sait pas encore, Van Gogh livre une toile par jour, et parfois même davantage. Mais ce travail acharné n'arrange rien. Les crises de tristesse et de mélancolie reviennent de plus en plus fort sans qu'on sache de quoi souffre le peintre. Même le docteur Gachet, qui l'a pris sous son aile, ne saurait dire ce qui torture Van Gogh. Mais l'évidence est là. Jour après jour, sa souffrance se fait de plus en plus insupportable, au point de conduire le peintre à se tirer une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890, quelques minutes à peine après son dernier coup de pinceau. 2 jours plus tard, le 29 juillet 1890, donc, vers 1h30 du matin, Van Gogh finit par s'éteindre, à 37 ans à peine. C'est Théo, appelé depuis Paris à son chevet, qui lui ferme les yeux, et c'est lui aussi qui croise les mains de son frère Vincent sur sa poitrine, ses mains encore couvertes de peinture. Le lendemain, 30 juillet, au cimetière d'Auvers-sur-Oise, on enterre le peintre sous un soleil brûlant devant quelques dizaines de personnes, dont ses amis peintres. Lorsque le peintre Émile Bernard arrive ce jour-là, le cercueil est déjà fermé, mais il écrit ceci, écoutez plutôt. Sur les murs de la pièce étaient accrochées toutes ces dernières toiles, et l'éclat du génie qui s'en dégageait rendait cette mort encore plus douloureuse pour nous, artistes qui étions là. Le cercueil était recouvert d'un simple tissu blanc et entouré d'une multitude de fleurs, les tournesols qu'il aimait tant, des dahlias jaunes, des fleurs jaunes partout. C'était, vous vous en souvenez, sa couleur préférée, le symbole de la lumière qu'il rêvait de voir dans le cœur des gens. Autour du cercueil et sur la route qui mène vers la sépulture du peintre, la peine est immense, écrit encore Émile Bernard. Nous sommes arrivés au cimetière, un petit cimetière tout neuf parsemé de nouvelles pierres tombales. C'est sur la petite colline au-dessus des champs mûrs pour la récolte, sous le grand ciel bleu, qu'il aurait tant aimé. Ni le docteur Gachet ni Théo Van Gogh ne parviennent à prononcer de véritables éloges funèbres, étouffés par la peine qui les étrangle et qui emportera d'ailleurs Théo à son tour, quelques mois plus tard seulement. Ce jour-là, chacun plus ou moins confusément comprend qu'on vient de perdre un artiste immense, incompris de son vivant. La postérité a rendu justice à Vincent Van Gogh depuis lors. Tout ce qu'il a peint, tout ce qu'il a touché vaut aujourd'hui de l'or. Ses toiles, bien sûr, mais pas seulement. On s'arrache tout de lui, même le revolver qui lui a servi à se tuer. L'arme, retrouvée par hasard en 1960, s'est arrachée à plus de 160 000 € chez Drouot en 2019. Derrière la légende, il est parfois difficile de retrouver le véritable Van Gogh parce que sa peinture est intense et semble immédiatement accessible avec ses couleurs éclatantes. On ne voit souvent qu'un génie pur, un peintre au talent pur et dément.
Que Van Gogh ait été habité par son art, c'est une certitude. Mais il ne faut pas oublier l'homme qu'il fut, cultivé, grand lecteur, rieur et plein d'humour dans ses moments de répit, passionné par la théorie et par l'esthétique et par l'histoire de son art. Un homme qui aurait pu offrir bien davantage encore, sans cette souffrance qui a fini par l'emporter un triste soir d'été à Auvers-sur-Oise. Europe 1, historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. Emmanuel Coquery, merci d'être toujours avec nous cet après-midi sur Europe 1. Est-ce un suicide, un accident, un meurtre? La mort de Van Gogh continue pour certains de toujours poser question. Une chose est sûre, quoi qu'il en soit, juste avant de mourir, il n'a pas cessé de peindre. Comment vous l'expliquez, vous? Il avait conscience de sa fin qui allait arriver? Il y avait une sorte d'urgence à tout donner de lui? Le portrait que vous avez fait de sa vie, qui est très juste, dit bien que c'était un homme malade, un homme aux abois, fragilisé par une forme de dépression depuis longtemps. Évidemment, il s'agit d'un suicide. Il suffit de lire les lettres avec un esprit un peu honnête. Les théories un peu complotistes autour fantaisistes autour d'un assassinat qui viennent d'un journaliste anonyme des années 30 repris par 2 Américains il y a une dizaine d'années, ne tiennent pas. On peut raconter n'importe quoi en sélectionnant quelques faits. Mais encore une fois, les mots de Vincent, dans sa dernière lettre, « Et ma vie à moi », et attaquer à la racine même, suffit à dire la chose. Et alors après, est-ce qu'il avait conscience en arrivant à Auvers? C'est une grande question que nous sommes posées avec mes collègues commissaires du musée Van Gogh d'Amsterdam, parce qu'évidemment, tout l'enjeu d'un peintre comme ça, et particulièrement d'une exposition comme la nôtre, consacrée à ces 2 derniers mois, c'est savoir dans quelle mesure cette maladie, cette souffrance, cette angoisse interfère avec la peinture. Évidemment, on n'a pas la réponse. On ne peut pas prétendre se mettre dans la peau de Van Gogh, malgré toutes ses lettres. Mais c'est évident que la conscience de son état dépressif et les mots de suicide qu'il a déjà prononcés, etc., et la crainte qu'il avait d'une nouvelle crise qu'il n'a pas eue depuis quelques mois, la dernière date de mars-avril, lui faisait redouter plus que tout ça, et qu'il a préféré devancer la prochaine crise que la subir. Van Gogh s'est formé en autodidacte comme d'autres avant lui et comme d'autres le feront après lui. Mais la légende persistante que je viens d'évoquer veut que la maîtrise de son art ait été aussi innée que fulgurante. Pourquoi cette légende autour de lui, plus qu'autour de n'importe qui d'autre, selon vous? Van Gogh, aux yeux des gens, c'est quoi? C'est d'abord des beaux tableaux, et des tableaux joyeux, des tableaux lumineux, avec des couleurs chaudes et des sujets plaisants. Et ensuite, c'est cette folie de l'oreille coupée, ça c'est vraiment l'élément majeur. Et derrière cette folie, une violence, ou en tout cas une véhémence qu'on sent dans son caractère et dans ses lettres. C'est un passionné, c'est quelqu'un d'authentique, on dirait aujourd'hui. Et puis il a ce côté à part, excentrique, il n'est pas au milieu d'un système, d'une coterie. C'est quelqu'un qui se cherche aussi avec une forme des gens simples, des mineurs, des prolétaires, des paysans, et ça attire évidemment la sympathie. Donc, du coup, cette trajectoire unique, venant en plus de quelqu'un, comme vous l'avez rappelé, d'une famille plutôt bourgeoise, fait que, rétrospectivement, les grands accomplissements de la fin, on dirait qu'elles sortent de nulle part, alors que, comme vous l'avez rappelé aussi, il a beaucoup travaillé pour en arriver là, même autodidacte, et peut-être plus encore parce qu'autodidacte, c'était plus laborieux que s'il avait suivi le cursus académique normal. Donc voilà, c'est peut-être 5 ans de travail acharné avant de devenir un vrai peintre, avec notamment les mangeurs de pommes de terre, qui est son premier chef-d'œuvre. Mais ce qui a réussi à faire de son génie un mythe, c'est le fait qu'il était tourmenté et qu'il y a une forme d'injustice aussi, le fait qu'il n'ait pas été reconnu de son vivant, alors que c'est un génie de la peinture. Oui, c'est le cas quand même d'un certain nombre, en tout cas dans cette reconnaissance de cette génération après les impressionnistes, qui en ont bavé eux aussi. Et si
un certain nombre d'impressionnistes s'étaient suicidés à 37 ans, on aurait pu faire le même constat. Dieu merci, ils ont vécu plus longtemps. Il a eu quand même l'estime de quelques-uns. Les lettres de condoléances à Théo à sa mort montrent qu'il était quand même au démarrage d'une ascension foudroyante, en fait. C'est un peu l'ironie de l'histoire, et on a tous les grands noms qui se penchent sur sa tombe. On le verra dans l'exposition. On a Monet, on a Toulouse-Lautrec, Gauguin, Bernard, tous les grands noms de cette avant-garde de la fin du 19e sont là pour reconnaître son génie. Donc, voilà, il n'est pas reconnu du grand public, mais estimé de ses pairs. Emmanuel Coquerel, au musée d'Orsay à Paris que s'ouvrira demain votre nouvelle exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois. Bon, rassurez-nous, il n'y aura pas son revolver, il y aura uniquement l'étoile. Alors, il n'y aura pas uniquement l'étoile, et pour tout vous dire, j'ai hésité à mettre le revolver. Mais en tout cas, dans l'exposition, à côté des peintures, des dessins et de la gravure qu'il a faite à Auvers-sur-Oise, on aura des cartes postales qui plantent le décor de à quoi ressemblait Auvers à l'époque, qu'est-ce qu'il a vu en arrivant. On aura un petit excursus autour du docteur Gachet, parce que c'est vraiment la raison principale de sa venue à Auvers. C'est parce que ce médecin un peu à part, un peu psychiatre, spécialiste de la mélancolie, la dépression, on dirait aujourd'hui, collectionneur, graveur amateur, peintre amateur, etc., a tout fait pour l'accueillir et bien le traiter. Et puis, on va entendre la lecture de certaines de ses lettres. On va, à la fin, lire ces lettres émouvantes envoyées à Théo, et puis voir comment cette reconnaissance est venue tout d'un coup, très, très vite, et grâce au travail d'une femme qui est la veuve de Théo, Johanna Bonger, Van Gogh, qui a consacré sa vie et son fils avec, le petit Vincent, né donc quelques mois avant la mort de Van Gogh, pour montrer que, voilà, en 20 ans, Van Gogh était reconnu comme un des grands de l'art moderne. Et puis on finira par des extraits de films, parce que le cinéma a beaucoup contribué à tout ce mythe-là. On va montrer, voilà, comment le cinéma s'est emparé de tout ça et a vraiment propagé ce mythe qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'imagine, Emmanuel Coquerel, que pour concevoir une telle exposition que vous présentez au public, c'est un long travail de recoupement des œuvres. Où étaient-elles conservées jusqu'à ce jour pour retrouver toutes ces toiles des 2 derniers mois de Van Gogh ? Alors, c'est un travail de 5 années de recherche avec mes collègues du Van Gogh Museum. Et elles sont partout, aussi en main privée. C'est évidemment les plus difficiles à capter, notamment l'autre version, la première version du fameux portrait du docteur Gachet, dont on ne sait pas vraiment où elle est. Il y a beaucoup de mythes au Japon, un coffre de banque, etc. On a quand même réussi à faire venir 5 œuvres de collection privée. Les autres, elles sont beaucoup dans les musées d'Europe, dans les musées américains. Il y en a une au Japon. Donc elles sont vraiment disséminées comme la gloire de Van Gogh. À travers cette exposition, vous avez donc décidé de vous concentrer sur sa brève mais prolifique période auversoise. Elle n'est toutefois pas la plus connue de l'artiste. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Vous avez une maison de campagne à Auvers-sur-Oise ou... J'aimerais bien, même si ça serait un peu intimidant. Mais non, c'est justement, comme vous l'avez compris, parce que ça n'a jamais été traité en tant que soi, en tant que tel, et que le musée Van Gogh est notre partenaire, donc cherchait un sujet important, nouveau, inédit pour ses 50 ans. Parce qu'il faut le rappeler, donc c'est les 50 ans du musée Van Gogh, fondé par Vincent Van Gogh, le neveu du peintre. Et on cherchait un sujet mal connu, mésestimé et jamais traité. Pourquoi ? Parce que il a peint 74 tableaux, c'est à la fois beaucoup et peu quand on cherche à monter une exposition de Van Gogh, parce que les tableaux de Van Gogh sont difficiles à obtenir, difficiles à transporter, et que donc c'est difficile à assurer aussi. Difficile à assurer, voilà, on peut le dire, ça coûte de l'argent, et qu'il faut joindre de puissance d'emprunt comme celle du musée d'Orsay et du musée Van Gogh pour y arriver. On associe souvent Van Gogh à ses fameuses autoportraits, ses tournesols et ses nuits étoilées. Vous comprenez cette célébrité sélective autour de ces toiles ? Et j'imagine vous pouvez le regretter aussi, parce que c'est vrai que le portrait du docteur Gachet mérite tout autant notre attention, ou les sujets sur Arles aussi méritent... C'est vrai, mais bon, parmi les presque 1000 tableaux qu'il a fait... La renommée ne peut que choisir, faire son choix, et ma foi, elle a plutôt bon goût. Le grand public est avec elle. C'est vrai que les nuits étoilées, c'est magique. Les tournesols
C'est simple et toujours aveuglant de beauté. Et puis, ces autoportraits, ils sont intrigants. Donc, moi, je partage ce choix-là. De son séjour à Auvers-sur-Oise et des œuvres qui ont pris leur couleur, quelle toile, selon vous, représente le mieux cette période? Alors, on est tenté de choisir les très connus, le Champ de blé au corbeau ou l'église d'Auvers. Mais j'ai envie de choisir l'image, le tableau qu'on a pris pour la couverture du catalogue à Orsay, qui est un paysage dit au ciel d'orage, qui est un grand paysage allongé qui fait 50 cm par 1 mètre. Ça fait partie de cette série propre à Auvers de tableaux dans ce double carré. Et c'est un tableau fabuleux parce qu'il dit que dans ce tableau, comme dans le Champ de blé au corbeau, il ne s'est pas gêné pour exprimer un sentiment de tristesse et de solitude extrême. Et en même temps, ça respire une sérénité fabuleuse. Ces 2 bandes de peinture horizontale, un vert extrêmement frais, extrêmement joyeux pour les champs, et puis dans le ciel, une bande de bleu cobalt intense. Et tout ça exprime une espèce de sérénité absolument impressionnante quand on lit les lettres qui vont avec et qui montrent un désarroi profond. Donc là, c'est vraiment la magie de l'art de Van Gogh et particulièrement d'Auvers, cette espèce de transmutation, de métamorphose, de l'angoisse, de la douleur de vivre en d'une peinture qui reste sereine et belle et d'une certaine façon joyeuse. Quand Van Gogh arrive à Paris, on l'a vu, il rencontre tous ses contemporains qui travaillent et vivent à Paris. Il se lie même aux impressionnistes. Est-ce qu'ils ont une influence sur son art ? Oui, bien sûr, notamment les pointillistes, comme on dit, les néo-impressionnistes, Seurat, Signac. Il a sa période d'ailleurs d'essai ou Pissarro. Pissarro est un de ceux qui l'a encouragé, hein, comme d'autres avant lui. Mais il emprunte cette technique qui lui fait renoncer à ces grandes touches très grasses de la période hollandaise à Nuenen. Mais à part ça, honnêtement, c'est vraiment un indépendant. Il a un œil d'amateur, il a un geste d'autodidacte, il picore à droite à gauche, il fait son miel, il butine. On ne peut pas dire qu'il y ait d'influence vraiment littérale, évidente, dans la peinture du Midi et d'Auvers. Il y a un personnage essentiel dans cette tragédie qu'est la vie de Vincent Van Gogh, c'est son frère Théo, qui est commerçant dans l'art et avec qui le peintre partage une relation vraiment fusionnelle. Il vole à son secours et pas seulement financièrement dès qu'il a besoin de lui et il croit en son talent. Alors, il ne croit pas tout de suite, en fait. il finit par croire, j'ai envie de dire presque malgré lui, que Vincent est un vrai peintre. Au début, c'est une relation, un soutien fraternel, quoi. Il aide son frère qui voit mal en point, mal engagé. Mais enfin, un peu pour qu'il lui laisse la paix aussi, quoi. Donc, il y a des moments de tension, hein. Il y a des moments même de rupture dans cette relation. Il y a vraiment des hauts et des bas. Et puis, Théo finit par ouvrir les yeux et j'allais dire se laisser convaincre que c'est véritablement un grand artiste, mais ça c'est un peu vers la fin quand même. C'est à Arles, et plus précisément dans la Maison Jaune, que Van Gogh est rejoint par Paul Gauguin. Les peintres devenus colocataires se sont admirés autant qu'ils se sont déchirés, je l'ai raconté, jusqu'au point de non-retour, de l'oreille coupée. Mais comment vous définiriez la relation que ces 2 artistes ont entretenue ? Alors, une relation profondément inégale, parce que s'il y a une admiration éperdue et persistante après cet épisode de Van Gogh pour Gauguin, l'inverse n'est pas du tout vrai. Gauguin est un grand cynique et il vient là à Arles pour profiter de l'argent que lui donne Théo, qui est son marchand, mais en traînant les pieds. Et donc, Gauguin ne prend pas tellement au sérieux à cette époque, lui aussi, Van Gogh. Et il en parle avec beaucoup de hauteur et une forme de condescendance, même si après il essaie de s'arranger pour dire qu'il a tout appris à Van Gogh et que si Van Gogh est Van Gogh, c'est grâce à lui. Gauguin est un nominateur, un chef de meute, un mâle alpha, et donc voilà, il n'a pas beaucoup de considération et il a même un petit peu peur, comme vous l'avez dit, devant cette espèce de folie qui sent de Van Gogh.
Les dernières années de Vincent Van Gogh ont été marquées par sa longue descente aux enfers et ses troubles mentaux. Il est alors difficile pour le corps médical, qui en a pris soin, d'identifier précisément de quoi il souffrait exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on le sait mieux? Parce que les hypothèses sont nombreuses, hein. Il y a toute une littérature, très tôt d'ailleurs, c'est assez fascinant. Les psychiatres, même les psychanalystes, dès les années 10, ont écrit sur le cas Van Gogh. Mais en fait, aujourd'hui, on n'en sait rien. Il y a eu une littérature savante, et dans le catalogue, évidemment, on aborde à nouveau cette question. Mais honnêtement, on ne peut pas faire un diagnostic d'après des lettres, d'après quelques témoignages, sans avoir une discussion. Aucun psychiatre ou psychanalyste aujourd'hui n'oserait faire une telle chose. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. En gros, le diagnostic, c'est un combiné de dépression profonde, de crise psychotique, avec une hypothèse d'épilepsie. L'alcool, évidemment, n'a pas aidé à tout ça. Une hygiène de vie déplorable. Tout ça est une combinaison très très profonde, mais c'est clair qu'il y a des causes psychiatriques au sens du corps, et puis des choses profondément psychanalytiques, parce que rien que l'arbre généalogique de Van Gogh, c'est fascinant. Et il faut toujours se souvenir que c'est un enfant de remplacement, qu'il est né jour pour jour après un premier Vincent mort-né. Donc c'était un drôle de départ dans la vie. Justement, c'était un homme torturé, mais certains ont dit que ce qui avait renforcé son caractère torturé, c'est l'incompréhension de ses contemporains. Ça, je crois pas. Ça, c'est fait après, je crois pas, oui, parce que c'est un grand solitaire. Alors, il y a certainement une souffrance de manque d'amour, de reconnaissance, j'allais dire, paternelle et familiale. Et toute sa vie, je crois profondément qu'il s'est battu pour trouver une raison d'être dans cette vie et donner une incarnation à ce premier enfant mort, quoi. Il a fallu qu'il se batte pour trouver sa place. Et si son dernier tableau peint des racines, c'est certainement pas un hasard. Il y a des tableaux qui ont eu une drôle de destinée et qui montrent peut-être l'insensibilité, ou en tout cas le mépris que certains pouvaient avoir envers lui, notamment le docteur Ray. Il a fait un portrait de docteur Ray. Qu'est-ce qu'il a fait de son portrait ? On dit que en tout cas sa famille s'en est servie ensuite pour boucher les trous d'une cloison du poulailler familial, etc. Qui est une histoire qui est arrivée à beaucoup des tableaux que Vincent a pu donner à Arles, à des gens qui évidemment trouvaient ça des choses d'un peintre amateur, évidemment sans intérêt, et par bien peint, parce que pas réaliste, pas figuratif. Donc c'est des histoires qu'on peut retrouver, je pense, pour d'autres peintres en rupture de style, et qui ont donné leur tableau à des gens qui n'étaient pas, on va dire, éduqués pour comprendre cette rupture. Mais merci beaucoup Emmanuel Coqueret de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer les derniers jours de Vincent Van Gogh. Je rappelle que l'exposition que vous lui consacrez, Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois, ouvre ses portes demain au musée d'Orsay, et c'est jusqu'au 4 février prochain. On peut penser qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. On l'espère. Il faut réserver ses places, n'est-ce pas ? Il vaut mieux. C'est préférable. Profitez du plaisir de la visite. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.